Le souffle métallique du vent d'altitude sifflait sous les masques à oxygène. Oberleutnant Ralph Ermachin, bouche cachée par un masque qui laissait transparaître un sourire en coin, observa les silhouettes lourdes qui montaient péniblement vers sa formation à travers le dôme cristallin du canopy de son Focke-Wulf 190 A5. Vétéran du Jagdgeschwader, 26 ans, plus d'une centaine de missions gravées dans la mémoire, il trouvait la scène délicieusement comique. En dessous, 16 Republic P-47C Thunderbolt montaient en série, moteur Pratt & Whitney R2800 hurlant, accusant la masse de 7 tonnes comme on traîne une enclume. Pour des pilotes allemands habitués aux Spitfire vifs et aux Yak rapides, ces engins massifs, fuselages en tonneaux, verrières serres, ailes qui semblaient trop petites pour tenir la carcasse, ressemblaient à des bouteilles de lait dotées d'hélices surdimensionnées. Ils nous ont envoyé des bouteilles de lait volantes, transmit Ermachin à son ailier, étouffant un rire. Ce qu'aucun homme dans les jagdcircles au-dessus de la Manche ne savait encore, c'est qu'ils étaient en train d'assister à l'aube d'une révolution mécanique et industrielle, la naissance d'une arme qui, en 18 mois, métamorphoserait le ciel européen. Major Donald Blay, commandant du 335th Fighter Squadron, ancien de l'Eagle Squadron, converti des Spitfires aux Thunderbolts quelques semaines plus tôt, scruta la formation ennemie avec un calme qui masquait la rupture intérieure. Blay avait compris quelque chose que ses hommes ne savaient pas encore. Survivre en P-47 exigeait d'abandonner les réflexes hérités des biplaces européens. Le Thunderbolt n'était pas une réplique d'un chasseur léger. C'était une masse animée par une philosophie industrielle différente. Puissance, inertie, protection et feu concentré. On pouvait se moquer de sa manœuvrabilité au virage ou de son envol paresseux. On ne pouvait ignorer sa présomption. 8 mitrailleuses Browning, .50, 3400 cartouches embarquées, cadence de feu capable de pulvériser un appareil en quelques secondes si la convergence se rencontrait. Mathématiquement, la destruction était déjà logée dans ses ailes larges. Au-dessus d'eux, l'air était d'un bleu sec et tranchant. L'horizon, une lame. Les échanges radio étaient courts. Position, altitude, correction. Les P-47, lourds mais stables, tenaient la ligne d'escorte. Les pilotes américains, encore sans combat réel à leur actif, ajustaient leurs instruments, s'efforcèrent de traduire la théorie des briefings en actions concrètes. Dans les cockpits, les jeunes regards scrutaient l'inconnu. Certains avaient encore l'odeur des bases d'entraînement, la nervosité fraîche sur les mains. Parmi eux se trouvaient des hommes qui allaient devenir légendes, mais à cet instant, ils restaient novices face aux maîtres allemands, forgés par 4 années de guerre continue. Les Allemands, eux, connurent le plaisir du préjugé. Des camions volants, note le rapport de Hutchman Issef Pip Spriller après l'engagement initial. Ils cherchèrent les angles faibles, attaquer par en dessous où le Thunderbolt peinait, forcer la manœuvre, imposer le virage où l'agilité prime sur la force brute. Les premières sorties du printemps 1943 confirmèrent ces attentes. Pertes américaines, 3 victoires allemandes pour 14 Thunderbolts perdus le premier mois. Les rires sur les lignes d'appontage allemands s'entendirent jusque dans les briefings. Pourtant, quelque chose d'inattendu commença à filtrer des comptes rendus de retour. Les P-47 revenaient parfois défoncés, fuselage lacéré, capot arraché, train tordu, mais toujours volant. Un appareil revenu d'une mission du 4 mai arborait 21 impacts de canon et plus d'une centaine de frappes de mitrailleuses. Un autre, allégé de quasi toute sa gouverne, avait ramé jusqu'à la Manche et posé. L'énigme frappa les ingénieurs et les services de renseignement. Comment un monoplace pouvait-il encaisser tant de plomb et ramener son pilote vivant? Major Blay, observant calmement ses retours, martela une réalité stratégique à ses chefs. Le P-47 n'est pas fait pour perdre dans un dogfight, il est conçu pour déterminer le cadre du combat. Il offre un nouveau paradigme, fuir le duel de braise et de virage, stocker l'énergie à haute altitude, convertir masse et puissance en une attaque foudroyante. Plus que la surprise technique, c'était la logique industrielle derrière l'appareil. Production de masse, munitions en abondance, entraînement systématique des pilotes, qui promettait de renverser l'équation. Le soleil coupait en bandes nettes le blanc des traînées d'huile et la fumée légère d'un moteur surchauffé. En bas, la France occupée déployait ses formes familières, villages serrés, rails, clochers.
Personne à la fois dans les cockpits allemands et américains ne mesurait encore l'ampleur de la leçon en train de se jouer. Que la guerre aérienne pouvait être redéfinie non par l'élégance d'une machine, mais par la capacité à encaisser, à tirer sans arrêt, et à être remplacée par une usine qui ne connaissait pas la pénurie. La moquerie finirait par se muer en peur, la supériorité tactique en calcul d'usure. Et ce matin d'avril n'était que le soupir initial d'une tempête industrielle qui allait broyer le ciel européen. La première salve véritable tomba comme un coup près. Pas de longs duels élégants, pas d'acrobaties gracieuses. Seulement des tonnes d'acier et d'air comprimé se heurtant en un instant définitif. Le récit se scinda en deux visions. Celle des yeux allemands, étonnés de voir des obus ricocheter sur une peau qui ne cédait pas, et celle des Américains, stupéfaits de découvrir que la doctrine enseignée au sol pouvait se traduire en méthode de survie au-dessus des nuées. Le 26 juin 1943, l'un de ces instants se grava dans les mémoires comme une parabole de la transformation. L'escadre de Robert S. Johnson, 61st Fighter Squadron, rentrait d'une mission d'escorte, 48 Thunderbolt sur les côtes, lorsque 16 FW 190 de JG-26 fondirent sur eux comme des éclats d'obsidienne. L'attaque fut parfaite. Plongée depuis le soleil, vitesse, surprise. Johnson, volant à l'arrière de la formation, reçut le choc le plus intime de la guerre. Des obus de 20 mm éclatèrent tout autour. Son cockpit devint fouillis d'une pluie métallique. Le pare-brise se brouilla d'huile. Le tableau de bord prit feu. Le levier des gaz trembla sous des doigts brisés par la douleur. Mais la machine tenait. Le monstrueux double Wasp continuait à chanter. Les commandes répondaient, incertaines mais présentes. Johnson, blessé, tenta de se dégager. La verrière était soudée par la déflagration d'un éclat. Le parachute semblait la seule issue. Il n'eut pas le loisir de sauter. Au lieu de cela, il posa l'appareil, centimètre par centimètre, cap vers l'Angleterre, priant plus pour l'alignement des pièces que pour la clémence des dieux de la guerre. Un FW 190 solitairement accrocha sa queue, tira une dernière rafale de 13 mm et de 20 mm. L'Allemagne pensait voir tomber une carcasse fumante. La carcasse, cependant, traversa la Manche. À Manston, quand le Thunderbolt glissa hors de la piste, les mécaniciens arrêtèrent de compter les impacts quand ils atteignirent 200. Un obus avait explosé à quelques centimètres de la tête de Johnson. 3 longerons principaux avaient été frappés. Le moteur, perforé, tenait encore. Les radios du détachement allemand consignèrent l'échec. Stupéfaction, incrédulité, puis respect approximatif. Dans les salons de la Luftwaffe, la blague commença à se flétrir. Ce n'était pas magie, c'était conception. Le P-47 était construit comme un char volant. Structure robuste, moteur radial à refroidissement par air, donc pas de circuit d'eau fragile, et une répartition des munitions et protections qui offrait une redondance insolente. Les mitrailleuses Browning .50, montées en 4 paires, ne procuraient pas seulement des explosions localisées, elles créaient une zone de convergence où la densité des projectiles devenait une force mathématique. Quand 8 canons convergent sur un point à 300 à 400 yards, la probabilité de toucher et de briser un plan devient pratiquement une certitude. Les commandants américains saisirent la leçon, abandonner la danse élégante des dogfights et exploiter ce que l'avion savait faire, énergie, vitesse, endurance, feu. Le boom and zoom naquit de cette logique. Montez, haut, et convertissez l'altitude en vitesse. Frappez avec justice. Remontez avant que l'ennemi n'ait le temps d'aligner une riposte. Les jeunes pilotes, initialement formés à imiter les Européens, durent apprendre une nouvelle chorégraphie. La formation se transforma, paire de leaders et de seconds, couverture d'altitude, discipline stricte de convergence de tir. La pratique des two-ship et four-ship devint la norme, chaque vol répétant une partition de montée, de chute, d'éclatement en unités compactes et mortes. La psychologie changea plus vite que la tactique. Là où jadis l'arrogance allemande trouvait un écho, naquit une attente prudente. Si un P-47 vient de haut, il ne cherche pas le duel, il vous écrit la fin. Dans les têtes, des images d'avions
partis en pluie d'aluminium, remplacèrent les récits d'héroïsme individuel. L'ennemi devenait une force anonyme et glacée, une usine, un ensemble logistique, une colonne de munitions et d'hommes qui transformaient l'acier en mortalité. Les victoires spectaculaires contribuèrent à forger la légende, scène où un Me-110 se désintégrait sous une rafale continue, où un FW-190 nargué et rattrapé en piqué ne donnait plus que des éclats. Mais derrière chaque anecdote, la vraie révolution était la capacité américaine à remplacer l'appareil autant et plus vite que l'ennemi ne perdait ses pilotes. Quand une unité perdait 20 avions un jour, des centaines d'heures de montage industriel et des trains de logistique déposaient 30 nouveaux dans les heures suivantes. Les Allemands pouvaient tuer des machines. Ils ne pouvaient plus tuer la capacité de production américaine. À la même époque, des changements techniques mineurs transformèrent des avantages en domination. L'introduction de grandes hélices à pas rectifiées, de pales plus larges, l'emploi plus systématique de réducteurs hydrodynamiques, tout ceci augmenta l'accélération, corrigea un défaut traditionnel du P-47 et permit à ces monstres aériens de grimper plus vite et de accentuer l'effet boom. Les pilotes allemands, privés de repos depuis des années, virent l'écart de ressources s'élargir. Leurs gains tactiques d'un instant se muèrent en pertes stratégiques. Et la guerre au sol aussi changea. Les Thunderbolts, d'abord créés comme escorte, devinrent jabots, chasseurs bombardiers terrifiants, mitrailleuses lourdes, roquettes, bombes. Un passage à basse altitude d'un groupe de P-47 transformait une colonne en spectacle d'incendie. La caravane d'un régiment se réduisait en une image de métal fondu et de tôle en lambeaux. Les hommes, qui avaient peu d'armes pour parer ces frappes, apprirent la peur viscérale d'un ciel qui grondait. Les rapports de l'état-major allemand, d'abord moqueurs, se firent analytiques puis alarmés. L'avion lourd ne nécessitait pas seulement des pilotes, il nécessitait une économie entière. L'ennemi disposait désormais d'un modèle, remplacer plus vite, bombarder plus lourdement, former des pilotes en masse et les lier à une doctrine adaptée. Les Allemands avaient vaincu avec tactique. L'Amérique choisissait la guerre comme une industrie. Les deux philosophies allaient s'affronter, et la question ne serait plus seulement qui tirait mieux, mais qui pouvait supporter la perte et continuer à frapper. Août 1943. Le ciel de l'Allemagne centrale vibrait d'un grondement nouveau, un son lourd, continu, quasi métallique. Ce n'était plus le bourdonnement élégant d'un moteur d'intercepteur, mais la voix d'un marteau. Les Thunderbolts étaient devenus ce que les Allemands n'avaient jamais imaginé. Des marteaux aériens, capables de frapper avec une force implacable depuis des altitudes où les moteurs de la Luftwaffe étouffaient. Le raid du 17 août sur Schweinfurt et Ratisbonne allait graver cette vérité dans le métal et le sang. Ce jour-là, Major David Schilling, à la tête du 62e Fighter Squadron, menait son escadrille en couverture des bombardiers B-17. À 28 000 pieds, ils croisèrent des formations de bimoteurs Messerschmitt 110, chargés de canons et de roquettes. Schilling ordonna la plongée. En quelques secondes, les P-47 passèrent du silence raréfié à la déchirure d'un piquet supersonique. Leurs hélices, au bout devenues invisibles, entamaient déjà la fine barrière du son. Ce que les Allemands entendirent, ce que les survivants racontèrent plus tard, ressemblait à un tonnerre liquide. Un mitrailleur allemand, Heinrich Roth, décrivit l'instant. « Ils sont tombés sur nous comme des dieux furieux. J'ai ouvert le feu à 800 mètres, des impacts visibles, de bons tirs. Le Thunderbolt ne broncha pas, puis il tire. L'avion devant moi s'est dissous, pas abattu, dissous. » En moins d'une minute, 8 Messerschmitt furent pulvérisés. Les ingénieurs allemands commencèrent à comprendre. Le P-47 n'était pas une arme d'adresse, mais une arme de densité. Chacune de ces 8 mitrailleuses crachait à 750 coups par minute. Ensemble, elles déversaient 6000 projectiles par minute. À 300 mètres, ces trajectoires convergeaient en un cône de mort d'1,80 m de diamètre, un mur d'acier traversant tout ce qui se trouvait dans son champ. Francis Gabreski, futur as incontesté du 8e Air Force, décrira la sensation de tirer avec un Thunderbolt. Quand on presse la gâchette, c'est comme si l'air se déchirait. La vibration envahit tout le fuselage. Et quand vous voyez les impacts,
Ils ne descendent pas, ils explosent. J'ai vu un 109 se fendre en deux, net. Le pilote n'a jamais su qu'il était mort. Les Allemands, d'abord incrédules, commencèrent à redouter ces murs de feu qui fendaient les formations de chasse. Mais pire encore, les Américains apprenaient vite. Les tactiques de Hubert Semke, ne jamais tourner, ne jamais s'accrocher, plonger et remonter, se répandaient comme une doctrine nouvelle. En quelques semaines, le P-47 passa du statut de bête pataude à celui de prédateur supersonique des hautes altitudes. L'automne de 1943 marqua le basculement psychologique. Le 8 octobre, au-dessus de Brême, Hans Philipp, l'un des plus grands as allemands, trouva la mort face à une escadrille de Thunderbolts. Philipp, 206 victoires au compteur, menait sa formation à 28 000 pieds quand Robert Johnson, désormais vétéran aguerri, repéra sa silhouette caractéristique. Un Focke-Wulf orné d'un aigle peint. 3 secondes de tir suffirent. La traînée blanche du 190 se transforma en une boule de feu. Le rapport de Johnson fut sec. Ouvert le feu à 300 yards. Impact sur tout le fuselage. Explosion. Aucun parachute. Mais derrière la phrase sèche, un basculement s'opérait. La Luftwaffe venait de perdre plus qu'un homme. Elle perdait son invulnérabilité. À Berlin, les rapports s'empilaient sur le bureau de Göring. L'évaluation de novembre 1943 fit trembler jusqu'au haut commandement. L'avion américain République P-47 présente des performances supérieures au-dessus de 25 000 pieds. Vitesse en piqué proche du mur du son. Blindage frontal et moteur radio rendant la destruction difficile. Feu nourri et soutenu. Menace critique. C'était l'aveu implicite que la suprématie allemande dans les airs venait de s'éroder. Et comme si cela ne suffisait pas, les ingénieurs américains sortaient déjà la version suivante. Le P-47D-22, armé d'une hélice Hamilton Standard à large pale. Les pilotes allemands notèrent le changement immédiatement. Là où les bouteilles de lait volantes semblaient autrefois pataudes, ces nouvelles versions montaient comme des faucons. Heinz Knock, vétéran de la JG-11, écrivit dans son journal « Nous avons ri trop tôt. Ces Thunderbolts montent maintenant avec nous. Nous avons tenté de nous dégager vers 30 000 pieds. Ils nous ont suivis. Schmidt a été coupé en deux en vol. Rien n'est resté. Ce ne sont plus les mêmes machines. » Et désormais, les Thunderbolts avaient une voix. Leur nouvelle hélice, à la vitesse des bouts de pales supersoniques, produisait un rugissement qu'aucun autre avion n'avait jamais émis. Ce son, profond, vibrant, emplissait la terre avant même que l'avion ne soit visible. Les paysans français et allemands lui donnèrent un nom, Donnerschlag, le coup de tonnerre. Les soldats allemands au sol savaient, si le tonnerre grondait en plein jour, mieux valait se jeter dans la boue. Les P-47 ne prévenaient pas. Ils fondaient, lâchèrent leurs bombes et laissaient derrière eux des colonnes de fumée noire qui s'étiraient comme des cicatrices sur les routes de France. Au début de 1944, les Américains ajoutèrent les réservoirs externes. Le problème de l'autonomie était réglé. Le P-47 pouvait enfin accompagner les bombardiers jusqu'au cœur du Reich et les ramener vivants. Les escadres de chasseurs formaient un dôme mobile autour des B-17 et des B-24. Pour les Allemands, chaque tentative d'interception devint un suicide. Et pour la première fois depuis 1939, la Luftwaffe perdit le contrôle du ciel allemand. Mais la guerre du ciel n'était encore qu'à moitié racontée. La Terre allait bientôt découvrir le second visage du tonnerre. Juin 1944. L'aube sur la Manche se levait dans un grondement continu. Au-dessus des flots, 500 P-47 Thunderbolt formaient des cercles concentriques, veillant sur la plus grande armada jamais rassemblée. Leurs ombres glissaient sur les barges et les destroyers comme des spectres d'acier. En dessous, l'histoire préparait son plus grand assaut, le débarquement. Dans leur cockpit, les pilotes américains ajustaient leurs manettes, fixant du regard les plages, où, dans quelques heures, des milliers d'hommes tenteraient de percer le mur du Reich. Les ordres étaient simples. Aucune force aérienne ennemie ne devait approcher des plages. Et ce matin du 6 juin 1944,
La Luftwaffe allait apprendre que le ciel n'était plus à elle. Le jour où le tonnerre écrasa le soleil noir, Oberleutnant Wolfgang Fischer, du Jagdgeschwader 2, était l'un des rares à avoir décollé ce jour-là. Son rapport, retrouvé après-guerre, témoigne d'une impuissance nouvelle. Le ciel appartenait aux Américains, des Thunderbolts à chaque altitude, du sol à 30 000 pieds. Nous avons tenté de franchir la couche nuageuse au lever du jour. 12 avions dans la formation. Je suis revenu seul. Ils nous attendaient. On ne pouvait ni plonger ni grimper. Leurs rafales faisaient éclater les avions comme des œufs. À partir de ce jour, le P-47 cessa d'être un simple chasseur d'escorte. Il devint le marteau du ciel. Les pilotes allemands, qui jadis riaient de sa silhouette massive, lui donnèrent désormais des noms qui n'avaient plus rien d'amusant. Der Donnerteufel, le démon du tonnerre. L'été 1944 vit l'apothéose de sa nouvelle mission, le sol. Équipé désormais de bombes de 1000 livres et de roquettes HVAR de 5 pouces, le Thunderbolt devint une artillerie volante. Chaque appareil pouvait transporter autant d'explosifs qu'un bombardier moyen du début de la guerre. Une salve et un convoi disparaissait. 2 secondes de feu et un panzer devenait torche. La terre devient Enfer-Oberst. Hans von Luck, commandant d'un régiment de panzer-grenadiers, décrivit son premier contact avec les Thunderbolts en Normandie. Ils arrivaient aussi bas qu'on voyait les visages derrière les verrières. Le bruit des moteurs emplissait tout. Puis venait la pluie de feu. Une colonne entière, 20 camions, réduite à des carcasses enflammées. L'odeur de carburant, de chair brûlée, de terre fondue. Nous appelions ça der Schwarze Regen, la pluie noire. Les soldats allemands développèrent une terreur presque animale de ces attaques. On apprit à écouter le ton du ciel. Un grondement sourd signifiait qu'il fallait courir. Un cri perçant, le sifflement des roquettes, qu'il était déjà trop tard. En juin 1944 seulement, les Thunderbolts de la 9e Air Force détruisirent 650 et une locomotive, 3800 camions, 512 chars et plus de 4500 véhicules hippomobiles. L'armée allemande dut restreindre tous ses mouvements de jour. Le ciel était devenu le plus cruel des juges. Le tonnerre et la logistique pour la première fois, la guerre révéla une vérité nouvelle. L'avion n'était pas qu'une arme, mais un système. Chaque Thunderbolt abattu était remplacé en quelques jours. Les usines de Farmingdale, sur Long Island, et d'Evansville, en Indiana, tournaient jour et nuit. À leur cadence maximale, un P-47 sortait des chaînes toutes les 55 minutes. L'Allemagne, elle, ne remplaçait plus rien. Ses pilotes manquaient d'essence avant de manquer d'appareils. Ses usines, bombardées, peinaient à produire des pièces. Et pour chaque jeune pilote formé à la hâte, 60 heures de vol, parfois moins, les États-Unis en envoyaient 10, entraînés, disciplinés, méthodiques. Les Thunderbolts ne combattaient plus des hommes, ils combattaient un système épuisé. Major Günther Rall, 275 victoires, l'un des derniers grands as allemands, raconta plus tard son effroi. « Nous avons vu arriver les P-47 depuis le soleil. Quelqu'un plaisanta. Les cochons volants reviennent. » 30 secondes plus tard, 3 de nos avions brûlaient. Leurs rafales ne faisaient pas de bruit de tir. C'était un rugissement continu, un flux de métal. On n'avait pas le temps d'avoir peur, seulement celui de mourir. La peur a un son, les P-47 possédaient un son que nul autre avion ne reproduisait. Le hurlement de leur moteur R-2800 double Wasp, combiné au passage supersonique des extrémités de l'hélice, créait un rugissement tellurique. On l'entendait à des kilomètres. Les Allemands le surnommèrent Donnerschlag, le coup de tonnerre. Les soldats au sol juraient que le bruit seul suffisait à faire trembler les vitres avant même l'impact des bombes. Les médecins militaires allemands commencèrent à documenter un phénomène nouveau, la Jabot-Fieber, la fièvre des chasseurs bombardiers. Palpitations, sueurs, tremblements, non pas dus aux blessures, mais à la terreur d'entendre ce bruit. Même les vétérans du front de l'Est, endurcis par des années de guerre, paniquaient dès que le grondement approchait, la seconde vie du tonnerre.
Quand les P-50 et un Mustang prirent le relais des missions d'escorte à longue distance, les Thunderbolts trouvèrent leur vraie vocation, la destruction tactique. Ils rasaient des voies ferrées, anéantissaient des dépôts de munitions, déchiraient les colonnes de retraite allemandes dans les Ardennes. Et dans chaque action, un même message, la guerre avait changé d'échelle. Le 1er janvier 1945, la Luftwaffe tenta une dernière flambée de gloire avec l'opération Bodenplatte, une attaque surprise sur les aérodromes alliés. À Metz, les P-47 du 365e Fighter Group furent pris au sol. 22 Thunderbolts détruits. Mais dès le lendemain, 40 appareils neufs, sortis d'usine, étaient déjà alignés sur les pistes. Quand un pilote allemand capturé demanda avec un sourire narquois « Que pensez-vous de cela ?» Le major américain George Brooking répondit simplement « D'ici demain, nous aurons 40 nouveaux avions. Combien de temps vous faudra-t-il pour remplacer vos pilotes ?» La guerre était désormais résumée à cette équation simple et cruelle. L'Amérique construisait plus vite que l'Allemagne ne pouvait mourir. Mais même la vitesse de production n'expliquait pas tout. Le Thunderbolt n'était plus un simple avion. Il incarnait une idée, un mythe naissant, celui d'une machine invincible, du tonnerre artificiel qui descendait du ciel pour remodeler la guerre moderne. Et bientôt, même les jets allemands, ces promesses de revanche technologique, allaient découvrir que le vieux géant d'aluminium savait encore tuer.